tréteaux de France sont un centre dramatique national. Alors, qu'est-ce qu'un centre dramatique national? C'est un lieu qui a été labellisé par le ministère de la Culture à des fins de création, de transmission, d'éducation, de formation. Et ils sont nés, ces centres dramatiques, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'humanisme était accru, après la destruction de l'Europe, et le nazisme et les fascismes. Des femmes et des hommes de courage ont entrepris de restaurer une capacité de l'humain à s'émanciper et à surtout se respecter dans chaque individu. Et on a créé ces centres dramatiques nationaux. Depuis, il y en a 38, et les Tréteaux de France, que je dirige maintenant, ont été créés en 1959, c'est au départ une compagnie, et en 1972, ils sont devenus labellisés Centre dramatique national. Le premier directeur a été Jean Danet, et ensuite Marcel Maréchal. Jean Danet de la création jusqu'à 2001, Marcel Maréchal de 2001 à 2011, et je suis devenu le directeur, troisième directeur. Voilà pour les Tréteaux de France. Voilà pour les centres dramatiques. Ils ont une mission, c'est donc une mission de création. Nous créons des œuvres. La spécificité des Tréteaux, c'est d'aller à la rencontre du public, c'est-à-dire que c'est un centre dramatique itinérant. Les autres sont reliés à un territoire, disons ancrés dans un territoire, et dans des financements également qui viennent de collectivités territoriales, tout autant que de l'État. Pour ce qui est des Tréteaux de France, ça n'est qu'une subvention de l'État, puisque nous couvrons l'entièreté des régions françaises et bien entendu ultramarines. Le projet des Tréteaux de France aujourd'hui, outre la mission de création, qui est donc de construire des œuvres théâtrales et d'aller à la rencontre des publics partout en France pour les diffuser, c'est un projet de transmission, de formation et d'éducation populaire. C'est-à-dire que je renforce toujours depuis quelques décennies, parce que je suis originaire de ce champ de l'éducation populaire, que j'ai rencontré des enseignants qui avaient totalement transformé ma vie, tant dans la petite école, à la maternelle, qu'en primaire, qu'en secondaire. Donc j'ai voulu toujours renforcer cette conjonction entre l'éducation nationale et le ministère de la Culture. Et à cet endroit, les Tréteaux de France ont une implication conséquente dans la transmission, la formation. Donc les Tréteaux de France multiplient ces actions dans tous ces domaines. Nous sommes des mammifères, sensibles, pensants. Et pour garder cette sensibilité et cette capacité de penser, c'est-à-dire de passer de la pulsionalité à la symbolicité, la possibilité de dialoguer, la possibilité même de s'opposer sans se déchirer, sans s'agresser, eh bien l'art est un vecteur formidable, à la fois un vecteur de citoyenneté, de sociabilité, d'émancipation. Tous ces endroits sont des endroits à la fois politiques et sensibles individuellement. Donc c'est en développant, disons, la sensibilité de chacun par l'expérience esthétique, et j'insiste sur la notion d'expérience, c'est-à-dire que c'est une activité qu'on peut dire verticale, depuis la recherche vers la création de quelque chose, individuellement ou collectivement, qui fait que nous vivons mieux ensemble. La question d'éducation artistique est plus que jamais, on dit, une priorité. Alors elle est une priorité parce qu'elle s'inscrit dans le cadre social, dans le cadre politique et dans le cadre des libertés en fait individuelles qui font que chacun a sa capacité à exprimer ce qu'il est. Il y a des droits pour ça, qui sont des droits culturels. Il y a une charte de l'éducation artistique et culturelle qui s'articule sur 3 points. La rencontre avec les œuvres, c'est-à-dire être en face d'une œuvre esthétique, qui soit, pour parler du théâtre, une œuvre dramatique, mais dans bien d'autres endroits, la fréquentation de ces œuvres, donc, la relation avec les artistes, qui est essentielle, c'est-à-dire le fait que nous soyons dans un partage de pratiques, donc une véritable pratique, et pas seulement être spectateur, mais être praticien de la chose, et puis une capacité de réflexion, donc voir, échanger, pratiquer, et ensuite pouvoir parler, raconter cette expérience. Ce sont 3 piliers qu'on appelle la charte de l'éducation artistique et culturelle, qui désormais est inscrite dans la loi de la refondation de l'école.
Les petits citoyens et citoyennes sont très souvent, dans un premier temps, des élèves, et cette élévation, elle peut se prolonger tout au long de la vie. C'est pourquoi je nommerais volontiers l'éducation populaire et l'éducation permanente comme une élévation tout au long de la vie. Alors ce terme d'élévation, il ne faut pas l'imaginer de bas en haut, c'est-à-dire du sachant vers celui qui ne sait pas, mais c'est plutôt un cheminement individuel, une individuation qui consiste à ce que chacun ait ses capacités d'agir, et surtout la capacité de penser pour avoir un esprit critique, du discernement, et surtout capable de voter tout simplement, c'est-à-dire d'être aussi des citoyens qui vont choisir leur propre chemin, être un peu plus auteur de soi-même. En ce sens, c'est un lieu d'émancipation. Nous sommes pulsionnels, naturellement. Donc le fait d'être cette pulsionalité qui fait parfois que nous bavardons, ou bien nous nous agitons, ou bien nous nous excitons, qui sont des états que le petit chat ou le petit animal a, qui est une chance que nous avons, cette énergie formidable. Elle peut être canalisée, et nous pouvons passer du bavardage à la parole, nous pouvons passer de la gesticulation au geste, de l'excitation à la concentration, autant de valeurs qui sont des valeurs d'une forme de construction de cette pulsionalité, cette sublimation. Freud appelle ça la sublimation, c'est-à-dire une énergie libidinale qui devient une capacité à imaginer, inventer, nommer, parler tout simplement, utiliser ce champ symbolique du langage qui induit que l'autre construit quelque chose au moment où l'un émet. Ce récepteur devient aussi un destinateur de quelque chose. Bien sûr qu'il est destinataire, mais il construit en même temps. Donc c'est un champ symbolique. Le champ de la symbolicité, le symbolon chez les Grecs, c'est un objet que l'on partage en deux. Souvent c'est une assiette, un objet de terre cuite par exemple, on le partage et l'objet restant fait exister la partie manquante. Ça donne à voir. Le théâtre particulièrement, c'est le lieu où l'on donne à voir, puisque c'est le lieu où l'on voit, d'où l'on voit, le théâtron. Ce lieu d'où l'on voit, c'est le lieu qui nécessite le partage, qui nécessite l'échange, puisque celui qui voit achève celui qui donne à voir. Donc c'est un lieu particulièrement symbolique. C'est un lieu où l'on partage quelque chose, où il y a un aller-retour, où le destinataire est un destinateur. Il fait silence, par exemple, face à l'autorité de l'auteur ou de l'acteur, qu'on appelle parfois charisme. On dit que quelque chose impose quelque chose à l'autre. Mais au fond, ce n'est pas un rapport de pouvoir, c'est un rapport de partage, où le spectateur décide de faire silence. Dans le cadre de l'éducation, tout autant que dans le cadre scénique, ce lieu d'où l'on voit, c'est d'où l'on voit le monde, les représentations du monde, qui sont souvent des représentations symboliques, les conflits, par exemple, des hommes. Et la catharsis dont les Grecs nous ont appris l'efficience, c'est que ça consiste à jouer le monde de telle sorte que dans la vraie vie, le réel, eh bien, nous ne nous déchirions pas. Donc le théâtre apprend, au fond, le dialogue, d'ailleurs on appelle souvent dialogue ce qui se passe sur la scène, et le dialogue avec le public, c'est-à-dire un aller-retour d'un partage de l'intelligence, de la pensée, de la connaissance. Donc c'est un outil formidable, à la fois d'imagination, et l'homme a besoin d'imaginaire, de récit, là où l'on raconte le monde, et le lieu où l'on repère ce monde, où l'on reçoit ce monde comme étant une transformation de soi. C'est une expérience synesthésique où l'on est tous ensemble, très différents la plupart du temps, regardant dans la même direction et tentant de comprendre le monde en tentant d'en donner des images, des histoires qui nous permettent de le faire décoller de la réalité, ce monde. Et parfois c'est un petit pas de côté qui nous permet de le transformer. Si le lieu du théâtre, c'est le lieu d'où l'on voit, et c'est pour ça qu'on parle en premier de celui qui voit, il y a bien quelqu'un qui donne à voir. Ce qui n'est pas le lieu où l'on se montre, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que le théâtre n'est pas un endroit où l'on se distingue
dans son individu, dans une mise en effervescence de son ego, mais c'est une permanente appréciation de ce qui est donné à voir, ce qui est partagé depuis le récit que l'on émet à celui qui le reçoit. Donc cet aller-retour est très essentiel. Un acteur, c'est sans doute, une actrice bien entendu, c'est sans doute un passeur qui a besoin justement d'être, Jean Vilar disait, un serviteur. Et Charles Dullin citait le théâtre comme une trinité, au fond. C'est-à-dire que c'est une fabrique artisanale qui met en contact profond un auteur et un public. Et au milieu de tout cela, il y a quelqu'un, il y a les humains, il y a notre appareil phonatoire, il y a notre appareil psychique, imaginaire, individuel, l'individu de chaque artiste, qui va transmettre cela, qui est comme un passeur, mais avant tout un serviteur. C'est pourquoi je fais partie des metteurs en scène ou des gens qui se situent plutôt comme serviteurs que comme artistes, car le théâtre pour moi n'existe que parce que le public est là. J'aime particulièrement le théâtre qui fait croître, le théâtre qui rend intelligent, le théâtre qui spécule sur l'intelligence du spectateur, le théâtre qui l'élève aussi, ce spectateur. Encore une fois, pas de haut vers le bas, mais qui va permettre à chacun, dans sa sensibilité personnelle très singulière, de construire quelque chose avec les acteurs au moment où ça se passe. Et pour cela, nous avons besoin des auteurs. Donc j'aime particulièrement, et je sers particulièrement, le théâtre d'auteur. Le théâtre d'art, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire les autrices et les auteurs qui ont pour projet d'augmenter l'autre. C'est à l'intérieur même du terme auteur, l'augmentateur, l'auctor, c'est celui qui augmente. Il n'y a d'auteur que d'auteurs qui puissent augmenter. Et c'est en ce sens que l'autorité de l'auteur rend l'autre aussi dans une situation de liberté, parce il autorise tout simplement le spectateur à imaginer, à penser. Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais théâtre. Il y a un théâtre qui augmente ou un théâtre qui parfois, avec les mêmes outils, peut aliéner, rabaisser, plutôt que élever, tout simplement. Donc je vais choisir, à la fois dans le théâtre traditionnel ou dans l'histoire du théâtre, des auteurs qui augmentent, mais on peut tout à fait parler de l'émancipation de la femme aujourd'hui, d'une jeune fille de 16 ans, en montant l'école des femmes de Molière. Parler du XVIIe siècle aujourd'hui, c'est aussi parler d'aujourd'hui, évidemment. Et bien entendu, donner la permission et l'autorisation à ces auteurs d'exprimer aujourd'hui même des choses que l'on a besoin d'entendre dans une langue qui serait une langue d'aujourd'hui. L'alexandrin nous a parlé beaucoup, et c'est une belle organisation de la langue, mais des écritures que l'on appelle contemporaines sont évidemment à privilégier, à condition que les autrices et les auteurs soient des augmentateurs, soient des auctors, qui spéculent sur l'intelligence, la capacité de discernement, la capacité de perception sensible du public. Ce travail de création, qui consiste à mettre en valeur le travail d'auteur et à permettre que des autrices, des auteurs rencontrent le public, il s'accompagne toujours, dans ce chemin de la diffusion de l'œuvre vers ces publics, d'un travail de médiation. Et il est important que nous fassions des ateliers, des rencontres avec ces publics, autres que dans le moment assez sacré, un peu d'une communion laïque, qui consiste à être ensemble et à vivre un moment de spectacle. En amont, des ateliers d'écriture par exemple, des ateliers de lecture à voix haute. Comment ça se passe très concrètement? Par exemple, nous avons un grand sac qui est souvent très beau comme objet, dans lequel nous mettons beaucoup de livres contemporains de toute époque, et on se lève chacun dans un grand cercle, vient mettre sa main dans le sac, vient retirer un livre en laissant bien agir un peu mystiquement, et laisser venir la parole d'une autrice ou d'un auteur, et puis on écoute tout simplement ce qui est lu. Et dans ce travail-là, s'il s'agit de prose ou de vers, puisqu'il n'existe que la prose et les vers, eh bien on va travailler techniquement, mais par le plaisir surtout, par l'aspect sensoriel, de la saveur de ces savoirs. Parler de la syntaxe, l'organisation de la phrase, les mots entre eux qui font une syntaxe avec des objets de coordination qui articulent toute cette phrase et qui donnent une pensée.
parler de la phonétique, c'est-à-dire la qualité vibratoire d'une consonne ou d'une voyelle. Parfois c'est de la poésie qui nous amène à cela, mais dans la prose il y a bien entendu la phonétique. Parler de la métrique. La métrique, c'est l'organisation du nombre, c'est-à-dire dans un vers français qui est de 12 syllabes par exemple, si c'est un alexandrin, mais aussi de 8, un octosyllabe ou de décasyllabe. Ce nombre de syllabes et cette organisation fait un nombre. Donc la conjonction entre le nombre et la poésie de la langue, une voyelle, une consonne, une récurrence qui peut arriver, comme l'anaphore qui va arriver à nommer à chaque fois la phrase avec un début qui est le même, ou bien l'épiphore. Tout ce travail-là, c'est du travail très sensible, dont on ne s'aperçoit pas qu'il est en fait très technique et qu'il est souvent ce qu'il manque à celle ou celui qui n'a pas la langue. Donc quand on ne l'a pas tout à fait, cette langue, aller la puiser chez l'auteur et savoir en repérer la saveur, qui est bien sûr un savoir final, mais qui est avant tout une saveur, un repère d'audition, de mastication, au fond, de dire un mot. Un mot qui est dit, c'est une grande histoire, c'est un peu une spéléologie dans l'histoire de la langue, comment est venu ce mot, dans son étymologie, dans ses origines, grecque, latine, indo-européenne ou autre. Tout ça, c'est une richesse. Et cela doit se passer sans que ce soit la sensation d'une verticalité, de celui qui sait vers celui qui ne sait pas. Ces ateliers sont encadrés, toujours, par des formateurs qui sont les comédiens des Tréteaux de France, dont je suis le premier à donner le ton. On peut transmettre à quelqu'un en considérant que l'autre ne sait pas, par exemple, et que l'on sait quelque chose. Mais on peut aussi transmettre à quelqu'une ou quelqu'un quelque chose en essayant de percevoir ce que l'autre est en train de tisser, de construire au moment où la chose se passe entre nous. La relation n'est pas verticale, du sachant vers celui qui ne sait pas, mais au contraire une égalité de mise entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Chez nous, nous employons un terme qui me semble assez juste pour les comédiennes et comédiens qui font ce travail de transmission. Nous les appelons les rémouleurs. Alors les rémouleurs, c'est comme le nom l'indique l'histoire d'un métier, celui qui donne à aiguiser à l'autre son outil. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas l'outil, il apporte la meule qui permet à chacun de venir aiguiser son propre outil. Et son propre outil, c'est sa sensibilité, sa façon de recevoir, sa façon d'exercer son corps, sa voix, sa pensée, en l'aiguisant, en ayant du tranchant, en lui permettant à cet autre d'avoir davantage de capacité d'agir. Donc il ne s'agit pas d'apporter un savoir, de même qu'on n'apporte pas la culture, mais on vient au contraire permettre à l'autre de venir aiguiser son propre outil, qui est sa connaissance, son corps, sa voix, c'est-à-dire augmenter ses capacités d'agir, à elle ou à celui à laquelle on s'adresse. Il y a une nécessité que l'éducation artistique et culturelle, qui procède d'une expérience de l'enfant, soit aussi accompagnée de la création, c'est-à-dire la capacité que certaines et certains utilisent tout leur temps et leur énergie à créer, c'est comme ça qu'on les appelle les artistes, et puis que ces enseignants, qui ont pour mission de transmettre également les fondamentaux de l'école, soient réunis dans un partenariat. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se passer dans notre esprit une entrée de l'artiste dans l'école sans le véritable assentiment du projet d'établissement et de l'enseignant lui-même avec lequel il y a eu cette relation de partenariat. C'est un chemin d'éducation qui consiste à ce que l'expérience sensible de l'enfant soit menée avec ce travail. Et je dirais qu'en amont, il faut une formation croisée des enseignants et des artistes. Et la relation se passe très bien lorsqu'il y a cet échange et que l'enseignant ne se retire pas lui-même de ce moment d'atelier, par exemple, pour laisser la place à l'artiste, et que l'artiste transmette ses secrets, ses conseils, ses savoir-faire. Non, il s'agit bien ensemble d'un travail d'éducation qui se fait avec l'enfant, avec l'élève, et ce travail très conjoint dans la formation initiale, si possible en amont, et au moment du partage et du travail avec l'élève, de la présence conjointe de l'enseignant et de l'artiste.
Nous travaillons avec les Tréteaux de France sur la formation initiale et la formation continue des enseignants. C'est-à-dire que nous sommes à la fois des formateurs de formateurs, mais encore une fois dans l'altérité. Je crois que celui qui apprend le plus au moment où nous sommes ensemble, c'est celle et celui qui font partie du groupe des rémouleurs, de ces comédiens des Tréteaux de France, qui apprennent beaucoup de l'échange avec l'enseignante et l'enseignant. Et donc cette formation croisée, cet aller-retour d'altérité, c'est mettre en commun nos savoir-faire, notre pédagogie, au fond, qui est parfois une pédagogie de contournement, qui fait qu'à partir des fondamentaux de l'école, nous ajoutons un fondamental autre que lire, écrire, compter et respecter autrui, qui est surtout le dire, la présence du dire ensemble. Donc ce travail collectif, il se fait dans des formations initiales, au sein des Tréteaux de France. Parfois, nous n'avons pas toujours la durée nécessaire pour ces formations. Donc c'est pourquoi je fais aussi appel à un autre endroit que nous avons fondé, que j'ai fondé par ailleurs, dont je suis le vecteur, avant les Tréteaux de France, qui s'appelle l'ARIA, et qui se trouve en Corse, et que nous avons fondé il y a 23 ans, une association qui permet tout au long de l'année, et parfois dans des périodes beaucoup plus longues qu'habituelles, de plusieurs semaines, 4 ou 5 semaines, notamment la période estivale, qui repose beaucoup sur le volontariat, de créer ces formes d'université d'été, où nous sommes ensemble, acteurs, professionnels et actrices, enseignants, enseignantes, éducateurs, animateurs, amateurs, car j'insiste beaucoup sur la relation entre les amateurs et les professionnels, et participants de pays étrangers. Donc dans ces moments très longs, qui s'appellent les rencontres internationales de théâtre en Corse, des enseignants du monde entier, des éducateurs, des animateurs et des artistes, techniciens également, sont ensemble pour construire des œuvres. Nous sommes près de 150 par session et nous construisons une dizaine d'œuvres. Et c'est dans ce parcours initiatique très important de réalisation, à la fois de soi et d'une œuvre, que se passe souvent la formation très profonde des enseignants. J'espère, avec les centres dramatiques, que progressivement nous puissions mettre en place dans toute la France et avec les Tréteaux de France ces stages qui sont des stages de réalisation, car ce sont des moments très privilégiés dans l'année pour cette formation initiale ou continue, mais dense et dans une durée plus longue qu'habituellement le stage de quelques jours. L'homme s'est défini par rapport à ses progrès techniques. Depuis l'âge de pierre, puis du passage de l'écriture dans des plaquettes ou des tablettes même d'argile, c'est comme ça que ça s'appelait déjà, des tablettes, puis le passage sur l'écriture sur le parchemin, puis sur le papier ensuite, puis ensuite sur des tablettes numériques, ces petites lucarnes qui nous sont bien utiles, ne remplacent pas la pratique réelle de l'homme qui parle à l'homme. Femme qui parle à l'homme, et l'homme au sens de l'humain parlant à l'autre. Donc cela est irremplaçable. Et je pense que l'homme étant un animal sociable, nous avons besoin de la présence, et notamment dans le cadre du théâtre. Les outils informatiques, et notamment celui que nous utilisons pour nous parler en ce moment, sont fantastiques, extraordinaires de liberté et sans doute de créativité, mais ne remplacent en aucun cas cette nécessité que nous avons d'être ensemble. La crise que nous traversons du Covid, qui nous attaque à l'endroit cardinal de la relation physique, puisque nous ne pouvons pas nous réunir, et qui plus est nous réunir nombreux, dans un même lieu par exemple, dans ce théâtron, ce théâtre dont on parlait, en passant, les Grecs avaient trouvé la solution, puisque nous étions assis sur des gradins la plupart du temps, et que nous pouvions, en cas d'épidémie, nous éloigner les uns des autres, et en plein air. Donc sans doute il faudra revoir les lieux dans lesquels nous nous retrouvons, mais cette présence physique est fondamentale. La nécessité de la présence, car il s'agit de pratique, et surtout d'imaginaire collectif au moment où les choses se passent, être collectivement ensemble, est le fondement même du théâtre et de la relation sociale dont nous avons besoin. Donc je crois que le théâtre a un grand avenir devant lui et qu'il faut continuer bien entendu à nous réunir comme nous le faisons à distance et aussi nombreux, d'une manière extrêmement efficace, sans oublier que la présence physique est notre avenir. Nous en sommes privés en ce moment, on voit à quel point ça nous fait souffrir et combien il faudra que nous nous retrouvions, et la chance sera de nous retrouver par ce lieu d'où l'on voit et où l'on travaille, où on donne à voir, je ne dis pas le lieu où l'on montre, mais où on partage le théâtre.